Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur les lives fréquents et je vous en remercie. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire, ce dimanche du 22 décembre 2024, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue burundais Evariste Ndayishimiye se sont entretenus dimanche à Bujumbura, des entretiens qui ont porté sur les relations bilatérales entre les deux pays, mais surtout la question de sécurité dans la région des Grands Lacs. Le président français Emmanuel Macron veut aider l'Éthiopie à accéder à la mer. Le chef de l'État français, qui était samedi à Addis Abeba, a déclaré soutenir l'accord négocié par la Turquie entre l'Éthiopie et la Somalie. Le torchon brûle entre le Niger et le Nigeria. Le Niger accuse son voisin de vouloir déstabiliser son territoire, accusation aussitôt démentie par le pouvoir d'Abuja. Bienvenue encore. Le président congolais Félix Tshisekedi a donc rendu ce dimanche 22 décembre une brève visite à son homologue burundais Evariste Ndayishimiye, l'un des principaux alliés dans la région. La visite a été préparée en toute discrétion et contrairement aux habitudes, aucun média n'a été invité à couvrir l'événement. En République démocratique du Congo, depuis l'échec des négociations de Luanda, le président Félix Tshisekedi fait le tour de ses voisins. Samedi, il s'est rendu au Congo, Brazzaville, pour rencontrer le président Denis Sassou Nguesso. Ce dimanche donc, au Burundi, le tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye a eu lieu au sein même de l'aéroport. Elle a duré environ 2 heures avant que Félix Tshisekedi ne reparte immédiatement dans son pays. Aucun communiqué n'a été publié à l'issue de cette visite. Selon un poste de la présidence de la République démocratique du Congo sur X, la visite a porté entre autres sur des questions de coopération bilatérale et de sécurité. Et sachez qu'au cours de cette semaine, le président Félix Tshisekedi a procédé à de nouvelles nominations au sein de son armée, ce qui fait dire à certains que cette visite rentre dans le même ordre, c'est-à-dire remettre son armée sur le champ de bataille afin d'en découdre avec la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Le ministère des Affaires étrangères du Nigeria a démenti samedi dans un communiqué des accusations portées par le Niger qui l'accusait de vouloir le déstabiliser le pays. Le pays avait accusé le Nigeria de servir de base arrière à la déstabilisation du Niger en complicité avec certaines puissances étrangères et les dignitaires de l'ancien régime qui s'y trouvent. Après la convocation d'une représentante de l'ambassade du Nigeria à Niamey, le Nigeria a fini par rejeter ces accusations dans un communiqué. Le gouvernement nigérian s'est dit être très inquiet et a affirmé fermement qu'il n'y a pas de troupes militaires françaises dans le nord du pays se préparant à déstabiliser le gouvernement du Niger. Le porte-parole du ministère a ajouté que ces allégations sont sans fondement et doivent être rejetées dans leur intégralité. La polémique avait commencé le week-end dernier lorsque le ministre des Affaires étrangères du Niger a lu un communiqué à la télévision nationale dans lequel il accusait le Nigeria de vouloir déstabiliser le pays ainsi que de participer à un complot avec l'aide de puissances étrangères. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que son pays soutenait la quête de l'Éthiopie d'un accès à la mer par le dialogue et le respect des lois internationales et des pays voisins. Macron s'est exprimé samedi après une visite d'une journée à Addis Abeba où il a eu des entretiens bilatéraux avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Lors d'une conférence de presse, Emmanuel Macron a salué la déclaration d'Ankara conclue
par la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République fédérale de Somalie le 11 décembre. Dans la déclaration négociée par le président turc Recep Tayyip Erdogan, les dirigeants de la Somalie et de l'Éthiopie ont réaffirmé leur respect et leur engagement mutuel envers la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de chacun, ainsi que les principes consacrés par le droit international, la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'Union africaine. Les deux parties ont également convenu d'entamer des négociations techniques d'ici février sur les détails de l'accès maritime de l'Éthiopie et que ces négociations seraient facilitées par la Turquie et conclues et signées dans un délai de 4 mois. Cette avancée est intervenue après un conflit de près d'un an entre la Somalie et l'Éthiopie qui a débuté le 1er janvier 2024 lorsque l'ancien président du Somaliland, Muse Bihi Abdi, et l'Éthiopien Abiy Ahmed ont signé un protocole d'accord pour louer 20 km de front de mer sur le Somaliland à l'Éthiopie pour 50 ans en échange de reconnaissance diplomatique. Le gouvernement somalien a rejeté l'accord et a accusé l'Éthiopie de violation flagrante de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Samedi donc, le président Macron s'est déclaré prêt à soutenir la quête légitime de l'Éthiopie d'un accès à la mer. Il a déclaré que la France souhaite jouer son rôle en facilitant les moyens par lesquels l'accès à la mer peut être réalisé de manière responsable par le biais de négociations d'une manière qui reconnaît les lois internationales et respecte les pays voisins. Abiy Ahmed a déclaré que les deux dirigeants avaient discuté en profondeur de la quête par son pays d'un accès pacifique à la mer Rouge. Il a déclaré que le président français avait accepté la demande de soutien de l'Éthiopie dans sa quête d'un accès à la mer dans le cadre du droit international de manière pacifique et diplomatique. Les liens entre nos deux nations continuent de se renforcer et j'attends avec impatience nos discussions lors de son séjour en Éthiopie, avait déclaré Abiy Ahmed à propos d'Emmanuel Macron dans un message sur X. Emmanuel Macron a également abordé une question intérieure en Éthiopie, la mise en œuvre de l'accord de Pretoria signé en novembre 2022 par le gouvernement fédéral éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré qui a mis fin à la guerre meurtrière de 2 ans. Emmanuel Macron a déclaré que la France était soucieuse de soutenir les personnes touchées par le conflit et souhaitait voir l'état de droit respecté grâce au processus de justice transitionnelle. Abiy Ahmed et Emmanuel Macron ont également visité le palais national éthiopien récemment rénové à Addis Abeba, l'ancienne demeure de l'empereur Haïlé Sélassié, qui a été restaurée grâce à l'aide de 25 millions d'euros fournis par l'Agence française de développement. Le gouvernement éthiopien envisage de l'ouvrir au public en tant que musée. Des architectes français et d'autres professionnels ont également participé au processus de rénovation, comme l'a déclaré le président Macron. Selon le président français, la France fournit également un financement et un soutien technique pour la rénovation en cours des églises taillées dans le roc de Lalibela, dans la région d'Amhara. Le site a été ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. C'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron se rend en Éthiopie en 6 ans. Avant de se rendre en Éthiopie, Emmanuel Macron a visité l'île de Mayotte, frappée par le cyclone Chido dans l'océan Indien, où les habitants ont exigé plus de soutien à la lumière du cyclone qui a dévasté l'île et fait des dizaines de morts. Emmanuel Macron s'est également arrêté à Djibouti, qui abrite la plus grande base militaire française en Afrique, où il a dîné avec ses troupes. Après avoir rencontré le président Ismaël Omar Guelleh, Emmanuel Macron a décrit les relations avec Djibouti comme
un partenariat solide, profondément enraciné et tourné vers l'avenir. Notre rôle change en Afrique, mais c'est ce que nous avons voulu. Parce que le monde change en Afrique. Parce que les opinions publiques changent, parce que les gouvernements changent, et parce que nous avons décidé de manière souveraine, en février 2023, après plusieurs années de changements progressifs, eh bien de rebâtir un partenariat qui repose sur des partenaires respectés qui doivent expliquer leurs besoins, les formuler. Nous sommes en effet des partenaires de longue date, des partenaires de choix, de cœur et d'avenir pour Djibouti et pour nos amis dans la région. Et c'est pourquoi ce partenariat est en effet gagnant-gagnant. Et donc, comme je le disais, c'est fort de cela que nous avons décidé cette année de signer pour les 2 décennies qui viennent un nouveau traité qui donne de la visibilité et qui approfondit encore celui-ci. En parlant justement du cyclone Chido, le bilan des victimes de cette calamité au Mozambique s'est alourdi à 94 personnes. C'est ce qu'a rapporté ce dimanche l'agence France Presse AFP, citant l'agence de gestion des catastrophes du pays. Le cyclone a touché terre dans le nord du Mozambique il y a une semaine et l'Institut mozambicain des catastrophes naturelles a fait état jeudi d'un bilan de 73 morts. L'archipel de Mayotte dans l'océan Indien a été le plus touché par la tempête, nous en avons déjà parlé. Olamide Harrison, représentant résident du Fonds monétaire international au Mozambique, a déclaré mercredi que la croissance économique du pays pour 2024 serait probablement révisée à la baisse par rapport à une prévision précédente de 4,3% en raison justement de l'impact du cyclone et des troubles civils et post-électoraux. En octobre, Daniel Chapo, candidat du parti au pouvoir au Mozambique et le Frélimo, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. L'opposition avait crié à la fraude et il y a eu des violences post-électoraux qui ont fait des dizaines de morts. Le bâtiment du Parlement au Libéria a pris feu mercredi et le président du pays a condamné cette destruction gratuite, même si aucun lien n'a été fait immédiatement avec les manifestations antigouvernementales dans la capitale. Les manifestations dans le pays ont débuté mardi avec la colère suscitée par la décision de destituer le président du Parlement issu du parti d'opposition accusé de corruption. Les manifestants réclament également la démission du président Joseph Boakai. Les autorités n'ont pas immédiatement confirmé la cause de l'incendie dans la capitale Monrovia. Le chef de la police n'a pas exclu la possibilité d'un incendie criminel. La scène particulière présente tous les éléments associés à un incendie criminel, a déclaré le chef de la police. Nous le traitons comme tel jusqu'à ce que nous puissions lever tous les doutes et tout ce qui l'entoure. Plusieurs individus ont été arrêtés au Capitole suite à l'incendie. Le chef de la police a noté que nombre d'entre eux, y compris le personnel de sécurité, ont ensuite été relâchés après vérification de leur identité et de leur rôle. Cependant, 2 à 3 personnes restées en détention en tant que personnes d'intérêt. Oui, nous avons des personnes que nous interrogeons en ce moment, a confirmé le chef de la police, ajoutant que la police s'était engagée à mener une enquête approfondie. Il a ajouté qu'aucune immunité ne protégerait les personnes d'intérêt de l'enquête et de la justice si elles étaient reconnues coupables. L'inspecteur général a également répondu aux préoccupations du public concernant les manifestations qui ont eu lieu au Capitole la veille, le 17 décembre, au cours desquelles la police a été accusée d'avoir fait recours à une force excessive. Ce n'est pas le Far West. Nous sommes dans une nation de droit, a déclaré le chef de la police, défendant la réponse de la police comme étant proportionnée et nécessaire pour rétablir l'ordre. Mardi, la police a arrêté des dizaines de manifestants et utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Les manifestations ont eu lieu après des mois de tension sur la question
de savoir si le président de la Chambre des représentants, Konati Kofa, serait démis de ses fonctions. La loi libérienne prévoit que le président du Parlement peut être destitué à la majorité de 2/3 de la Chambre. Sans cela, le Parlement se retrouve dans l'impasse et le gouvernement libérien n'est pas à mesure d'adopter le budget annuel. Les délégations des institutions rivales libyennes ont repris mercredi les négociations au Maroc pour tenter de sortir de l'impasse politique et empêcher le pays de sombrer davantage dans le chaos. La Libye a connu une décennie mouvementée depuis qu'elle s'est divisée en 2014 entre deux administrations à l'est et à l'ouest, à la suite du soulèvement soutenu par l'OTAN qui a renversé le président Muammar Kadhafi en 2011. Les pourparlers de Bouznika, près de la capitale marocaine Rabat, ont eu lieu entre les organes législatifs rivaux connus sous le nom de Haut Conseil d'État basé à Tripoli, à l'ouest, et la Chambre des représentants basée à Benghazi, à l'est du pays. S'exprimant à l'ouverture des consultations entre les institutions, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a exhorté les participants à travailler ensemble pour préserver l'unité de la Libye et préparer des élections crédibles. Les nombreuses conférences internationales et régionales sur la Libye ne remplaceront pas le dialogue interlibyen qui jouit de crédibilité et d'appropriation, a déclaré le ministre marocain des Affaires étrangères. Un processus politique visant à mettre fin à des années de division institutionnelle, de guerre pure et simple et de paix instable est dans l'impasse depuis l'échec des élections prévues en décembre 2021 sur fond de différends sur l'éligibilité des principaux candidats. La Chambre des représentants a été élue en 2014 en tant que Parlement national avec un mandat de 4 ans pour superviser la transition politique. Dans le cadre d'un accord politique libyen de 2015 conclu à Chikirak, au Maroc, près de Rabat, le Haut Conseil d'État a été créé en tant que deuxième chambre consultative avec un rôle consultatif. Mais la Chambre des représentants a ensuite nommé son propre gouvernement rival, affirmant que le mandat du Premier ministre du gouvernement d'unité nationale avait expiré. Le gouvernement nommé par l'Est a eu peu d'influence, mais sa nomination a ravivé la division Est-Ouest de la Libye. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 22 décembre 2024. Je vous en rappelle les titres principaux. Le président congolais et son homologue burundais se sont entretenus dimanche à Bujumbura. Des entretiens entre Évariste Ndayishimiye et Félix Tshisekedi ont porté sur les relations bilatérales, mais surtout sur le problème de sécurité dans la région des Grands Lacs. Le président français Emmanuel Macron veut aider l'Éthiopie à accéder à la mer. Le chef de l'État français, qui était samedi à Addis Abeba, a déclaré qu'il soutenait l'accord négocié par la Turquie entre l'Éthiopie et la Somalie visant à mettre fin au conflit entre les deux pays. Le torchon brûle entre le Niger et le Nigeria. Le Niger accuse à nouveau son voisin de vouloir déstabiliser son territoire, l'accusation démentie par le pouvoir d'Abuja. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 22 décembre 2024. Merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous d'Afrique Hebdo dimanche prochain, ce sera le 29 décembre. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine, mais je vous souhaite également de passer une très bonne fête de Noël pour tous les chrétiens et pour tous ceux qui fêtent justement et pour tous ceux qui célèbrent cette fête chrétienne. À bientôt.